Les Suisses, avec AMAG et Groupe Mutuel Assurance. La Suisse n'a pas toujours été calme et paisible. Au fil des siècles, elle a été façonnée par des conflits, des guerres civiles et des personnages controversés. Mais qui sont-ils, ces Suisses qui ont marqué notre histoire? Les politiciens libéraux n'ont qu'un mépris total du peuple. Leur portefeuille, ils y pensent par contre. En 1847, la Confédération est déchirée. Vous, monsieur Sigvard Müller, vous allez être ébouillanté dans votre enfer catholique. L'unité du pays est en jeu. Leur choix politique ou religieux m'importe peu. Conservateurs et libéraux prennent les armes. Une guerre civile éclate. Le général a déclaré que les soldats du Sonderbund sont nos frères de sang. Un homme pourtant émerge comme un roc au plus fort de cette tempête. Guillaume Henri Dufour. Mais comment en est-on arrivé là? Les cantons libéraux réclament un État fédéral avec les mêmes lois pour tous. Les cantons conservateurs s'insurgent. Ils s'allient sous la bannière du Sonderbund. Or, ce type d'alliance séparée est illégal et les libéraux lèvent une armée. Nous sommes en novembre 1847. La guerre fait rage. C'est un quitte ou double pour le général Dufour. Ses troupes attendent ses ordres. Quel est le plan de Dufour? Parviendra-t-il à unifier le pays comme il le souhaite? Que sait-on du colonel Ziegler? Bloqués devant Gislikon, les troupes du Sonderbund se sont postées sur la colline. Ziegler demande à battre en retraite. Refusé. Qu'il garde sa position. L'artillerie ne possède plus de munitions. Sa situation est critique, à moins qu'il tire des obus explosifs. Jamais les troupes de la Diète n'auront recours aux explosifs. Jamais. Les conséquences sont épouvantables. Ces murs continuent d'avancer. Oui. Le colonel Ziegler doit garder sa position, impérativement. Allez. Les soldats d'un même pays se font la guerre. Ils portent pourtant le même uniforme. Ils ont suivi la même formation militaire. Et c'est pourquoi tout ça? Des obus explosifs, en colonel! De la munition qui vient d'arriver d'un an! Emportez ça tout de suite! Allez loin! Envoyez ça à Aran! Mais on a bientôt plus de poulets! Le général a déclaré que les soldats du Sonderbund sont nos frères de sang! Enlevez-moi ça! Le colonel Ziegler est intrigué. Ce général veut-il perdre la guerre? Dufour, chef des troupes fédérales, veut surtout éviter un bain de sang. Il interdit le recours aux obus explosifs. Pourquoi avoir nommé général un homme qui pense davantage au bien-être de l'ennemi qu'à la défense de ses soldats? Même dans son propre camp, Dufour est très controversé. Ses détracteurs trouvent ce jeune voix raffiné trop conservateur, trop mou, trop indécis pour gagner une guerre. Comment Henri Dufour fera-t-il pour s'imposer? Ce n'est pas vraiment surprenant que quelqu'un comme Dufour devienne général. Il a des intérêts très variés. Il est doué en mathématiques et a suivi une formation à l'école polytechnique à Paris. Mais il a commencé sa carrière comme ingénieur civil à Genève. À peine Dufour devient-il ingénieur qu'il conçoit des projets audacieux pour sa ville natale, Genève. Il est soutenu par son ami James Fazzi, journaliste et politicien libéral. Incroyable, Dufour. Vous allez révolutionner la construction des ponts avec votre invention. Je me réjouis d'être le premier à en parler. Ne faites pas trop facile. Les Suisses détestent les prétentieux, vous savez. Nous sommes genevois, Dufour. Nous ne sommes pas rattachés à la Suisse depuis suffisamment longtemps pour être vraiment Suisses. Si, Fazzi, nous le sommes, mais... Monsieur Maupin! Monsieur Maupin! Dufour, je n'ai pas le temps pour vos idées saugrenues.
Et pourtant, grâce aux idées saugrenues de Dufour, vous êtes devenu chef des travaux publics. Mais à quel prix? J'y ai laissé mes nerfs. Avec mon idée, vous pourriez devenir célèbre. Mon père, le politicien visionnaire. On lui doit l'un des premiers ponts en fil de fer. Un pont en fil de fer? Oui, vous avez bien entendu, monsieur le chef des travaux publics. Je veux suspendre le pont à des câbles en acier. Mais enfin, ça n'a pas de sens. C'est comme si... Permettez. Une petite expérience. À cette époque-là, Dufour recourt déjà à des méthodes peu orthodoxes. Si vous aviez porté des bretelles, votre pantalon aurait tenu. Maintenant, remplacez pantalon par pont et bretelles par câble et vous aurez compris le principe. Je peux pas savoir qu'il n'avait pas de bretelles, moi. Ces conservateurs sont butés. Ils ont une planche dans la tête et empêchent tout progrès. Dufour grandit à Genève, qui est une ville française. Il fréquente des écoles françaises, il va dans l'armée française. Et ce n'est qu'en 1816 qu'il pense à devenir suisse, soit 2 ans après l'entrée de Genève dans la Confédération. À 22 ans, Dufour est officier du génie dans l'armée de Napoléon. Il est spécialiste de la construction de fortifications. Napoléon a transformé en république les monarchies qu'il a destituées. Il leur a imposé son code civil qui instaure l'égalité de tous les hommes devant la loi. En à peine 10 ans, l'empereur a conquis la moitié de l'Europe, y compris la Suisse. Après la chute de Napoléon, les tenants de l'Ancien Régime reprennent le pouvoir. Au Congrès de Vienne de 1815, ils remettent en place le système d'avant. Le peuple doit obéir et se taire. Le pouvoir est de nouveau dans les mains de ceux qui règnent par la grâce de Dieu. Et ils décident du sort de la Suisse. Ils veulent un pays indépendant au cœur de l'Europe, un pays qui n'appartient à aucun des grands blocs, un pays neutre. Neuchâtel, Valais, Genève entrent dans la Confédération. Les conservateurs et les ennemis du progrès prennent le pouvoir dans la plupart des cantons suisses. Ce qui va contrarier les projets de Dufour. Regardez ce que notre fameux gouvernement a encore fait. Mon cher journal, nous sommes en République, nous sommes libres, mais nous n'avons pas le droit d'écrire que 90% des hommes ne peuvent pas voter. Oh, je ne vous avais pas vu, madame. Madame Dufour. Monsieur Fazi. Je vous présente mes plus plates excuses. Mais mon combat pour le droit de vote universel m'aveugle à tel point que je ne sais plus me réjouir des beautés de ce monde. Mais mon cher Fazi, est-ce vraiment inadmissible que seuls les riches puissent voter? Qu'en penses-tu, Henri? Notre brillant ingénieur se soucie peu de la politique, madame. Mais comprenez que notre cité, que notre pays, que notre vie sont entre les mains d'une toute petite minorité. Il faut œuvrer pour l'enrichissement du peuple. Le développement économique est la clé du problème. C'est intéressant. Mais tant que tous les hommes n'ont pas les mêmes droits, il ne peut y avoir de progrès économique. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous battre. Nous battre pour élargir le droit de vote. Vous aussi, Dufour. Nous devons nous battre côte à côte. En tant qu'ingénieur civil, Dufour commence à se faire un nom en collaborant à de prestigieuses constructions comme le Palais Hénard. Ça lui donne une crédibilité face à ceux qui veulent freiner le progrès. Et ces obstacles, nous devons les abattre. Ils empêchent le progrès et le bien-être de tous les citoyens. À Genève, comme dans toute la Suisse. Oui, c'est exact. Je parle aussi des murs de la ville qui encerclent, qui étouffent notre ville et qui bloquent l'accès au chemin de fer. Ces murs doivent tomber et avec leurs pierres, nous bâtirons et nous construirons des maisons nouvelles et les édifices dont notre ville a si cruellement besoin. Je vous remercie. C'est bien la première fois de sa vie que Dufour démolit des murs pour construire des ponts. Tu les as comptes. Tu vas pouvoir l'amener jusqu'ici, ton chemin de fer. Oh, merci. Merci, surtout. La plupart des gens influents à Genève font partie du Parlement. Dufour en profite pour faire passer ses idéaux de progrès technique. Au niveau politique, il est plutôt libéral, conservateur et intervient peu dans les débats. Dufour, ingénieur cantonal,
bouleverse le visage de Genève. Il participe au développement du chemin de fer entre Lyon et Genève et à la construction de la gare de Cornavin. Le pont suspendu de Saint-Antoine est le premier du genre dans toute l'Europe. Il devient une véritable curiosité connue loin à la ronde. Dufour a l'idée géniale de mettre cul par-dessus tête. Le principe même du pont suspendu. Les câbles passent par-dessous. Au bord du lac, Dufour veut gagner du terrain en construisant des quais. Un plan audacieux qui, de nouveau, se heurte à une farouche résistance. Mais il n'abandonne pas. Aujourd'hui, ces pavés sont les plus chers de Genève. Quelques années plus tard, Dufour fait démolir les vieilles murailles de la ville et de nouveaux quartiers sortent de la terre. Avant de devenir ingénieur, Dufour avait déjà été officier, mais dans l'armée française sous Napoléon, à l'époque où Genève faisait partie de la France. Dufour acquiert de solides connaissances militaires dans l'armée de Napoléon. En 1819, il participe à la fondation de la première école militaire fédérale à Thun. Il y est instructeur et plus tard directeur. Il veut unifier l'armée, alors composée de troupes cantonales. Il fait porter aux soldats le même uniforme et les fait défiler sous un seul drapeau, symbole de l'unité à laquelle tend le pays. Il faudra cependant 15 ans pour amener les cantons à placer la croix suisse au-dessus de leur blason. À cette époque, il n'y a pas une armée suisse, mais 25. Chaque canton a sa propre armée avec ses propres uniformes. À Thun, des officiers, parmi lesquels Dufour, créent une vraie école de la nation. Des amitiés très solides se nouent entre eux. La guerre est l'un des plus grands maux qui affligent l'espèce humaine. Aussi, la discipline est la condition essentielle d'une armée. Elle ne doit pas être obtenue par la crainte des chefs, mais sur un sentiment profond d'honneur et de devoir. D'éminents aspirants officiers de toute l'Europe viennent se former à Thun. Parmi eux, le neveu de Napoléon, Louis-Napoléon, futur Napoléon III, dernier empereur de France. La renommée de Dufour en tant que brillant stratège militaire dépasse de loin les frontières du pays. Faire l'étalage de sa force pour ne pas avoir à l'utiliser, c'est l'un de ses principes. Ce qui signifie que la puissance militaire est importante, mais que le but n'est pas d'anéantir l'ennemi. Celui-ci doit être mis dans une situation si désespérée qu'il se rendra spontanément. Et maintenant, si vous expédiez une estafette à l'ennemi pour lui dévoiler vos positions, que va-t-il se passer? Monsieur, que va-t-il se passer? Allez! Réfléchissez par vous-même. Monsieur le colonel, c'est la révolution. À Paris, la révolution a éclaté. À Paris, le peuple monte aux barricades et se bat main nue contre les fusils et les baïonnettes des soldats du roi. Le brasier révolutionnaire s'étend jusqu'en Suisse. Il gagne d'abord le Tessin. En une année, les 11 cantons les plus peuplés adoptent une nouvelle constitution libérale. Progressivement, les anciens maîtres s'effacent. Le suffrage universel est introduit. Les changements se produisent au niveau cantonal. Les paysans obtiennent les mêmes droits que les habitants des villes. Les libertés, comme celle de la presse, se répandent et on investit beaucoup dans l'éducation, l'école obligatoire et les universités. À Genève également, le peuple exige plus de droits. Les radicaux se battent dans la rue pour instaurer la démocratie. James Fazzy est à leur tête. Nous devons nous battre côte à côte. Le gouvernement conservateur de la ville confie précisément à Dufour la mission d'écraser la révolte populaire par les armes. Que doit-il faire? Par expérience, il sait ce que signifie la violence. Mais peut-il refuser ce commandement et livrer la ville à l'anarchie?
Genève connaît de grosses turbulences politiques qui créent une immense frayeur dans les élites. Et Dufour va même jusqu'à pleurer. Où est Fazi? Il devrait être parmi nous. Allez au diable avec votre Fazi. Il veut négocier avec nous. Négocier? Quand on leur donne le petit doigt, ces révolutionnaires, ils vous prennent toute la main et vous entraînent jusqu'à la guillotine. Je m'en porte garant. De quel côté êtes-vous donc? Messieurs, votre travail ici est terminé. Vous pouvez rentrer chez vous. Genève est aux mains de la Révolution. Je vous en conjure, Fazi. Ramenez vos gens à la raison. Ne me forcez pas à tirer sur eux. Vous me mettez le pistolet sur la tempe. Je veux seulement éviter un bain de sang. L'unité nationale nous est chère à l'un comme à l'autre. S'il n'y a pas de révolution à Genève, il n'y aura jamais une Suisse libérale. Nous ne céderons qu'à la force. La voici. Vive la révolution! Vive Genève! Vive le peuple! Victoire! Tous ensemble! Pourquoi faites-vous cela? Je croyais que nous étions amis. Révolution et amitié ne font pas bon ménage, citoyen Dufour. Dieu protège notre ville. La révolution de Fazi balaie toute la classe politique genevoise et ne laisse pas le moindre poste intact. La rue est aux mains des révolutionnaires. Hey! C'est Dufour! Les gars, c'est Dufour! Tu en traître! Oh! De traître! Messieurs, s'il vous plaît. Oh. Ah! Ah, tu l'as bien mérité! Connard! Connard! Prends ça! Prends ça, salaud! Ça te fait horriblement mal. Tu ne penses pas qu'un médecin... Mais non, absurde. Que s'est-il passé, père? Qui t'a fait ça? Ce qui fait vraiment mal, c'est la déception, tu vois. Mais Il a fait son coup d'état? Vas-y. Et c'est lui qui t'a fait ça? mais oui, il attise la haine des gens. N'ayez pas Les peur, les enfants. pacte. N'ayez pas peur, les enfants. Tout va bien, c'est rien. C'est rien. L'influence politique de Dufour atteint brutalement ses limites. Il s'éclipse et retourne au projet qu'il mène depuis quelques années. Élaborer la première carte précise de la Suisse, ce qui n'a jamais été fait jusqu'alors. Il se bat sans faiblir pour ce projet. Il convainc les cantons en leur disant que cette carte sera aussi d'une grande utilité militaire. Cette œuvre titanesque deviendra plus tard célèbre et exemplaire dans toute l'Europe. Même selon les critères actuels, cette carte est un chef-d'œuvre. La carte nationale Dufour. Mesurer les montagnes est une tâche herculéenne. Dufour et ses collaborateurs y travaillent d'arrache-pied. Ils gravissent les plus hautes cimes et prennent les plus grands risques. Quand les crédits des cantons viennent à manquer, Dufour paie de sa poche les travailleurs. En son honneur, le plus haut sommet de Suisse est baptisé Pointe Dufour. Dufour s'investit beaucoup dans ce projet cartographique qu'il considère comme une contribution essentielle à l'unité et à l'identité nationale. C'est d'ailleurs la première fois que les cantons œuvrent ensemble pour un projet national. « 152.3.
Cela dit, les travaux d'arpentage ne sont pas accueillis partout avec bienveillance. Dufour, du bureau topographique fédéral. Mes condoléances, monsieur. Sigvart Müller. Permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas ici chez vous. Excusez-moi, nous effectuons des mesures pour établir une carte fédérale. Nous sommes mandatés par la Diète. Pourrais-je parler avec le propriétaire de ce champ? Monsieur L'Œil porte sa fille à sa dernière demeure. Ah, je suis désolé. Peut-être que plus tard, alors? Je vous dis de repartir. Vous n'avez pas entendu? Pas besoin de toutes ces fichues cartes. On est chez nous ici, on connaît le chemin. Messieurs, je vous en prie. Reprenez vite tout votre fourbi. Fichez le Hey, pas. quand on accompagne une âme au repos éternel, veillons à ne pas nous révolter où elle lit. Vous avez dit vous-même de flanquer dehors les baillis étrangers, monsieur L'Œil. Mais sans faire appel à la force. Toutes mes excuses, mes hommes sont rudes, mais aussi nourris de piété. Ce qui est nouveau provoque leur crainte. Mon nom est Joseph L'Œil. Joseph L'Œil est issu d'une simple famille lucernoise de paysans. Animé d'une profonde foi catholique, Joseph L'Œil défend les petites gens. Ce qu'il gagne, il le donne aux bonnes œuvres. Il n'a pratiquement pas fréquenté l'école et, pour ses partisans, il n'est pas un politicien au-dessus du peuple. Il est l'un des leurs. Que veulent les libéraux, hein? Le progrès? L'industrie? Le bien-être? Encore des cadeaux offerts par notre Dieu, disent les libéraux. Des paroles païennes, voilà ce que c'est. Oui, et je vous déclare que c'est la marque du diable. Ne sommes-nous donc pas assez grands pour savoir ce qui a de la valeur? Le progrès, l'industrialisation, à qui a-t-elle apporté quelque chose? À de simples individus comme vous et moi? Rien, mes chers amis. Rien de chez rien, voilà. Les politiciens libéraux, assis sur leur gros derrière, dans leur fauteuil de style, n'en ont vraiment rien à faire du peuple. Mais de leur portefeuille, là, par contre, ça oui. Oui, là. Avec un programme que le pape lui-même aurait adopté, L'Œil et ses partisans se lancent dans le combat politique. Les conservateurs, pas seulement les catholiques, mais aussi beaucoup de protestants, reprochent aux libéraux de promouvoir l'athéisme et le matérialisme dans les écoles. Ça représente un vrai problème pour les gens et ça les pousse à la révolte. En 1841, le peuple lucernois accepte une nouvelle constitution conservatrice. Elle décrète que seuls les catholiques ont le droit de vote. L'Église exulte. Les libéraux se sentent provoqués. Le gouvernement argovien accuse les moines de monter le peuple contre l'État. Pour les punir, il fait fermer tous les cloîtres et saisir tous leurs biens. Les moines sont chassés. Alors, la Diète intervient. À cette époque, la Diète, c'est l'autorité fédérale suprême, une assemblée groupant des représentants de tous les cantons. Elle déclare illégale la fermeture des monastères décrétée par les libéraux argoviens. L'hostilité entre les deux camps monte d'un cran. Tous vos couvents doivent disparaître. Ce que vous faites là est une trahison à la patrie. La Diète en a décidé ainsi. Qui êtes-vous, monsieur? Oxenbein, Ulrich, officier dans l'état-major de notre armée. Nous ne supporterons pas que la Suisse devienne l'état vassal du pape, monsieur. Effrontez vos officiers. Voilà une bien belle preuve des dérives de la doctrine libérale. Persistez donc, et ce sera la guerre, monsieur Sigvart Müller. Cessez de critiquer la décision de la Diète, jeune homme. Mais vous êtes de notre côté, monsieur Dufour. Il se pourrait que votre impatience provoque le malheur de notre pays. Dufour se méfie de cet officier impétueux, Ulrich Oxenbein, un jeune radical bernois qui va jouer un rôle décisif sur la scène politique. La situation s'aggrave. Les catholiques lucernois en rajoutent et font justement appel à l'ordre des jésuites, fidèles au pape, pour enseigner dans leurs écoles. Ce qui, évidemment, enrage les cantons libéraux. Là où glisse l'ombre d'un moine, l'herbe ne repousse plus, clament les libéraux. L'ordre des jésuites est comme une mèche.
Elle fera exploser notre pays si on l'allume. C'est un conflit politique. Les libéraux veulent édifier un État national, il leur faut donc une nouvelle constitution. Mais les conservateurs veulent sauvegarder la souveraineté des cantons pour protéger leur religion qu'ils croient menacée. Les extrémistes des deux camps font de la religion un enjeu, mais ce n'est pas une guerre de religion. Que cherche Lucerne par cette provocation? Une réaction démesurée des libéraux. Désormais, les événements s'enchaînent dans le sens voulu par le jeune radical Oxenbein. En 1844, une troupe de têtes brûlées, les corps francs, s'attaque à la Suisse centrale conservatrice et s'y casse les dents. Trois mois plus tard, Oxenbein organise personnellement un deuxième raid. À la tête de 3500 hommes, il marche sur Lucerne. Cette deuxième expédition finit, elle aussi, par une défaite sanglante. 120 hommes y perdent la vie. Mais Oxenbein réussit à s'enfuir. Dufour a maintenant 60 ans. Il veut passer les dernières années de sa vie au sein de sa famille. Mais il a peur aussi. Peur que la Suisse ne se désintègre. Calme-toi, Henri. Je me calme. Cet Oxenbein, ce pied de bœuf dévaste le pays. Il n'a tout de même pas remobilisé des corps francs. C'est illégal. Oui, Annette. Mais ce n'est pas en restant enfermé dans ton cabinet, mon cher Henri, que tu vas résoudre le problème. Il faudra-t-il que je me jette moi aussi dans la bataille? À mon âge? Ma foi. Attends que ça empire et qu'ils finissent par t'appeler. Les inquiétudes de Dufour sont légitimes. C'est dans ce climat très tendu qu'un homme s'introduit de nuit dans la ferme de l'Œil. Joseph l'Œil meurt sur le coup d'une balle tirée en plein cœur. Mais ce n'est pas seulement lui qu'elle abat, c'est toute la Suisse. Le meurtrier est un pauvre paysan catholique. Pour son acte, il espère une récompense des libéraux. On le pend, même si, involontairement, il a rendu service à la cause conservatrice. Et maintenant, ils ont leur martyr. Qui leur donne le droit de commettre n'importe quelle atrocité. Ces messieurs ne pensent qu'à leur gros portefeuille, c'est certain. Constantin Siegwertmüller succède à Joseph l'Œil. Il fait venir à Russwil, au restaurant Rösli, les dirigeants des cantons conservateurs. C'est dans le plus grand secret que se tient cette réunion. Et ils ne reculeront devant rien, que ce soit le meurtre ou l'assassinat. Et si on permet aux libéraux de continuer d'agir, ils seront demain dans le canton de Schwytz, à Uri, Unterwald, Zug, en Valais et à Fribourg. Qu'allons-nous pouvoir opposer à cela? Seule une union catholique protégeant les nôtres pourra éviter cette situation, en sachant bien que dès à présent, la Confédération est coupée en deux. Messieurs, écoutez, messieurs, je vous demande le secret le plus absolu. Il ne faut surtout pas qu'on l'apprenne. Cela nous permettra de gagner du temps. Du temps pour quoi? Eh bien, disons que... on n'est pas tout seul. Ces amis puissants sont les ennemis jurés des libéraux. Il s'agit des monarques catholiques, de France et d'Autriche. L'objectif de Siegwertmüller est clair. Il a besoin de leur appui militaire en prévision de la guerre civile qu'il cherche à provoquer. Pourtant, le Sonderbund, cette alliance séparée, ne reste pas longtemps secrète. 6 mois plus tard, toute la Suisse est au courant. Aux yeux des radicaux, c'est un scandale. Le conflit national est en passe de se transformer en conspiration internationale. L'heure d'Ulrich Oxenbein a sonné. Le meneur des expéditions illégales est entre-temps devenu président de la Diète. Silence, messieurs! Le Sonderbund,
Voilà un danger mortel pour la Confédération. Autrement dit, ce complot doit être éliminé. Si nécessaire, par la force. Et vous, Monsieur Sigvard Müller, c'est dans votre propre enfer catholique que vous irez mijoter. Sans faute de respect, Monsieur le Président, notre accord de protection n'enfreint aucunement le pacte fédéral. Toutes vos actions malignes ne serviront à rien. Cette même assemblée va, aujourd'hui encore, décréter la dissolution du Sonderbund. N'oubliez pas, Monsieur le Président, que par le passé, vous vous êtes bien fourvoyé à Lucerne. Votre nid de jésuites ont Pour la majorité libérale de la Diète, c'est une trahison à la patrie. C'est la guerre. Les libéraux tentent désespérément d'éviter la catastrophe par la voie diplomatique. Mais les cantons sécessionnistes, réunis dans le Sonderbund, se préparent avec détermination à la guerre. Après de longs débats épuisants, la Diète décide de s'aligner et de choisir un général. Henri? Ils veulent comme général. Je ne peux pas accepter. C'est impossible de refuser. Mère. Il a le droit du soldat. Quand il reçoit un ordre de la Diète, il doit obéir. Alors ce sera la guerre civile. Ne pouvons-nous pas encore négocier? Cette année, boutique fédérale ne sait prendre des décisions qu'au pied du mur. On ne peut plus faire autrement, Annette. La guerre est inévitable. La Diète a désigné son général. C'est le colonel Dufour. Le moment est solennel. Dufour vient à contre-cœur, car il sent qu'il n'a pas été choisi pour de bonnes raisons. Avant que je prête serment, j'aimerais savoir ce qu'on attend de moi. Il s'agit de prendre le commandement de toutes les troupes de la Diète, ce qui signifie diriger un contingent de 50 000 hommes. Et engager les commandants proposés par les cantons? Je n'accepterai ce mandat que si je puis choisir moi-même mes officiers. Leur choix religieux ou politique m'importe peu. Seul compte pour moi leur capacité militaire. Mais mon général... Général, non. Si le Conseil de guerre doit m'imposer ses choix stratégiques, non. Dans ces conditions, je ne suis pas votre général. Par ailleurs, en tant que patriote, je me refuse de tuer l'un de mes frères. S'il fait tellement de difficultés, il n'y a qu'à en élire un autre, non? Je ne vous le fais pas dire. Vous l'avez dit, c'est sûr. Eh bien, la candidature de Dufour est enterrée. Ce qu'il faut aujourd'hui pour notre patrie, c'est un officier déterminé. Un véritable patriote. Ulrich Oxenbein aurait bien aimé être élu général, mais son lourd passé de chef de bande illégal y fait obstacle. Mais alors, qui choisir? Une séance de crise suit l'autre. Ce n'est qu'à 3 heures du matin que tombe la décision qui, cette fois, peut-être, s'impose vraiment. Monsieur Dufour? Monsieur Dufour? Entrez. Nous avons délibéré pendant toute la nuit. La Diète accepte vos exigences sans condition. Venez prêter serment, Dufour. C'est votre devoir de soldat de la Confédération suisse. Messieurs, je suis prêt à prêter serment. Mais j'ai une dernière condition.
que vous me laissiez maintenir l'ordre et la discipline dans les troupes fédérales à ma façon. Je mettrai tout en œuvre pour adoucir les maux inhérents à la guerre. Car je sais que je mène une guerre contre mes propres compatriotes. J'aurai donc à cœur de ne pas laisser de graves cicatrices à mon pays. Moi, Guillaume Henri Dufour. Dufour prend ce commandement à un moment où d'autres généraux auraient capitulé depuis longtemps. L'armée des conservateurs compte déjà plus de 80 000 soldats. Avec le soutien de l'étranger, elle pourrait aussi bien en rassembler plus du double. Le 4 novembre 1847, les troupes du Sonderbund franchissent le Gotthard sous le commandement du général protestant Johann Ulrich von Salis-Sollio. Il veut ouvrir la voie aux forces autrichiennes stationnées en Lombardie. La guerre civile fait ses premières victimes. Dufour est coupé de ses troupes tessinoises. Les victoires initiales du Sonderbund inquiètent, mais Dufour garde son sang-froid. Je vous demande de servir notre pays au prix de votre sang. Vous supporterez patiemment la faim et le froid. Ce que notre pays vous réclame, c'est que vous fassiez des victimes. Mais je place sous votre protection les enfants, les femmes, les vieillards et les serviteurs de l'Église. Celui qui porte la main sur des êtres sans défense se déshonore et trahit son drapeau. Il sera donc sévèrement châtié. Un général qui donne l'ordre à ses soldats d'épargner l'ennemi, c'est plutôt rare. Les trajets que Dufour doit effectuer d'un quartier général à l'autre sont pénibles. Dans sa calèche, il travaille jour et nuit, sans relâche. Dufour considère qu'il est particulièrement important que dans son armée, protestants et catholiques, radicaux et libéraux combattent ensemble pour la même cause. Vu la complexité du tracé du front, Dufour traverse souvent le territoire ennemi. Les postes de contrôle représentent un danger permanent. Parfois, Dufour se présente comme un colonel du Sonderbund et on le laisse passer. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Halte! On passe pas! Hé les gars! On joue! Allez, allez! Je vais d'abord m'attaquer à Fribourg. Son raisonnement est le suivant. Le Sonderbund comprend 7 cantons. L'un d'eux, Fribourg, se trouve à l'écart des 6 autres. C'est donc le maillon faible de la chaîne. Fribourg est convaincu que nous arriverons par Berne. Je fais donc entrer une troupe de ce côté-ci pour faire diversion pendant ce temps. Et dans un silence absolu, je place le plus gros des troupes ici et ici, ici, sous leur tour de protection. Mais, jusqu'à ce que je donne moi-même l'ordre d'attaquer, je ne veux pas entendre un seul coup de feu où je vous traînerai personnellement devant une cour martiale. Est-ce clair? Messieurs. Le lendemain, les troupes fédérales prennent position. 25 000 hommes attendent avec impatience l'ordre d'attaquer. Fribourg dispose de 3 tours de défense et de 15 000 soldats prêts à riposter. Les troupes de Dufour attendent en vain. Le général écrit une lettre au commandant de Fribourg. Messieurs, les troupes fédérales sont concentrées sous vos murs. Elles disposent de 60 canons et sont suivies de nombreuses réserves. La catastrophe est inévitable. Rendez-vous, sinon mes troupes seront obligées de vous massacrer. Mon général, vous dévoilez nos positions aux Fribourgeois, le nombre de nos soldats. Nous allons leur autoriser une journée de réflexion, à eux de décider de leur sort, prendre les armes ou capituler. Mon général, vous êtes certain de ce que vous faites? À remettre au commandant de Fribourg. Hop, hop, allez! En réponse à cette lettre, Fribourg demande un jour supplémentaire de réflexion. Merci, Dufour le lui accorde. Mais c'est de la folie, mon général. Vous êtes tout proche de la victoire et vous leur prolongez encore l'armistice d'une journée. Pourquoi? Pour que Fribourg puisse déplacer ses troupes?
Allons-y, attaquons. Ils sont encerclés, ils devraient se rendre. Merci, colonel. Mais les officiers fédéraux ont de la peine à faire respecter le cessez-le-feu. La pression sur Dufour devient de plus en plus forte. Il y a tant de personnes qui espèrent se couvrir de gloire en faisant couler le sang. Je n'aurais jamais dû accepter cette impossible mission. Qu'est-ce qu'on attend? Le délai est écoulé. C'est la fin de l'armistice. Donnez enfin l'ordre d'attaquer, mon général. Encore une minute. Fribourg a capitulé. Fribourg a capitulé! Les troupes de Dufour prennent la ville sans effusion de sang. Sa tactique a payé. Mais il n'a pas le temps de se réjouir. Il veut immédiatement toucher le cœur de l'Alliance conservatrice avant qu'elle ne reçoive du renfort de l'étranger. Son objectif suivant s'appelle Lucerne. Les colonels Ziegler, Kumur et Donatz attaquent avec leurs hommes par le nord. Les troupes d'Oxenbein par l'ouest. Pour Dufour, le principal danger, c'est la durée du conflit. Si la guerre se prolonge, le risque d'une intervention étrangère, de la France ou de l'Autriche, augmente, et ça provoquerait la fin de la Suisse. C'est tout près de Lucerne, à Gislikon et Meyerskapelle, que va finalement avoir lieu la bataille décisive entre les deux armées suisses ennemies. Plusieurs dizaines de milliers de soldats se font face. Et Dufour, comment va-t-il gagner en terrain découvert alors qu'il interdit à ses soldats le recours à l'artillerie moderne? Pièce numéro 1! Feu! Allez, messieurs! En avant! Allez, allez! Plus de boulet! Allez, avancez! Allez! Mon colonel, c'était notre dernier boulet! On maintient la position! Maintenez la position, c'est l'ordre du général! Je vous en supplie pour la vie de mes hommes! Ordonnez tout de suite la retraite! On va se battre à la baïonnette! En avant! Tous ensemble pour l'unité du pays! Tambour, avancez! Non. En avant! Tambour, jouez plus fort! Allez, devant! Allez, allez! Vas-y! C'est du mur! Les troupes de Gmur sont arrivées! Le colonel Gmur et ses troupes, hurrah! L'ennemi est encerclé! À l'attaque! À l'attaque! En avant! Messieurs, la voie est libre, nous marchons sur Lucerne. Gmur a atteint Gislikon et Oxenbein a enfin réussi sa percée dans l'Entlebuch. Et vous savez ce qui a le plus de valeur à mes yeux? Il a interdit à sa troupe de s'attaquer à des hommes non armés. Un personnage finalement surprenant, cet Oxenbein. Hein? Le 22 novembre 1847, la ville de Lucerne se rend pratiquement sans combattre. Cette capitulation marque la fin de la guerre civile. Elle n'a pas duré plus de 25 jours. Les cantons catholiques conservateurs sont vaincus. Les citoyens libéraux de Lucerne acclament les vainqueurs. Dufour triomphe. Grâce à sa conduite humaniste de la guerre, on ne déplore pas plus d'une centaine de morts. Quelques semaines plus tard, les électeurs se réunissent pour élire un nouveau gouvernement.
les troupes fédérales restées là pour observer font en sorte qu'on vote libéral. Sigvard Müller, accompagné des chefs catholiques, fuit à l'étranger en emportant le trésor de guerre du Sonderbund. Il est condamné par contumace pour haute trahison. S'il revient au pays, il est bon pour l'échafaud. Après la défaite de Lucerne, les autres cantons du Sonderbund décident à leur tour de déposer les armes. Et c'est à l'hôtel Schweizerhof que le général vainqueur dicte les actes de capitulation aux représentants des cantons vaincus. Mais encore une fois, pour Dufour, ce n'est pas une raison pour triompher. Dans une guerre civile, il y a toujours deux grands malheurs. Le premier, c'est d'être vaincu. Le deuxième, c'est d'être vainqueur. Bien joué, Dufour. Mais la lutte ne fait que commencer. Bon courage, Fazi. Dans l'ivresse de la victoire, les libéraux oublient leur querelle. Tous félicitent l'homme de la situation. Merci. Et dire que j'ai pensé que votre candidature était mauvaise. Ça a sans doute été la plus grosse erreur de ma vie. Ah, qu'importe. Votre retenue de Lentlebuch a prouvé que vous êtes un grand homme d'État, mon cher Oxenbein. Acceptez ma main. Du jour au lendemain, Dufour devient un héros. Pas seulement en Suisse, mais dans toute l'Europe. Toutes sortes d'images et de statuettes de Dufour apparaissent bientôt dans de nombreux bistrots du pays. Ce qui fait de Dufour un grand Suisse, à mon avis, ce n'est pas seulement qu'il a su gagner une guerre civile, ce qui est toujours difficile, mais surtout qu'il a su gagner la paix. Guillaume-Henri Dufour se retrouve enfin là où il voulait toujours aller, dans sa famille. Mais c'est le chapeau de grand-papa, ça. C'est le chapeau de grand-papa, ça. Mais oui. On va faire la guerre. Je suis le général, voilà. Il n'en continue pas moins de s'enthousiasmer. Par exemple, pour un jeune homme porteur d'une idée qui l'emballe. Ce jeune homme s'appelle Henri Dunant. Il veut créer une organisation qui s'occupe des victimes de la guerre, quel que soit le camp dans lequel elles se trouvent. Avec Dufour, Henri Dunant fonde la Croix-Rouge suisse. De cette idée naîtra un réseau humanitaire mondial, le Comité international de la Croix-Rouge, dont Dufour sera le premier président. L'œuvre de toute une vie trouve ainsi son accomplissement. Grâce à la modération de Dufour, la guerre s'est terminée sans bain de sang, rendant possible une réconciliation rapide des deux camps ennemis. C'est sur cette base que l'État fédéral a été construit en 1848 et il est toujours en vigueur aujourd'hui. La Suisse s'est par là distinguée des autres pays européens où la révolution de 48 a échoué. Après la guerre civile qui a déchiré la Suisse, les politiciens vainqueurs élaborent sans tarder une nouvelle constitution libérale. Parmi les pères de la nouvelle constitution figurent de nombreuses personnalités qui siégeront plus tard au sein du Conseil fédéral. On passe maintenant d'une union d'États à un État fédéral. Dans le sillage de Dufour, le premier Conseil fédéral se montre assez visionnaire pour prendre en considération
les besoins des vaincus. Tous les hommes reçoivent le droit de vote. Le pays est politiquement uni grâce à Dufour et à sa stratégie prudente. Il a gagné la dernière guerre civile sur le sol suisse en évitant d'humilier les vaincus. C'est l'homme du juste milieu. Adolescent et mauvais élève, Dufour passait son temps le crayon à la main. Technicien génial, ingénieur inventif, cartographe, chaud partisan du chemin de fer, c'est un bâtisseur de ponts entre les rives lémaniques, mais aussi entre les Suisses. Un vrai promoteur de la Suisse nouvelle. Mais de nouveaux nuages s'amassent sur le pays. Le progrès économique constitue le défi suivant. Là aussi, il y aura des vainqueurs et des perdants. La Suisse sera-t-elle à la hauteur des épreuves de l'avenir ? Dans le prochain épisode... Nous bâtissons le plus long tunnel au monde. Si, il faut avoir des idées extrêmes, Escher. Alfred Escher et Stefano Francini. L'aventure du Gothard. 25 millions de pertes. Ou le projet le plus important depuis le canal de Suez. Le Gothard va coûter presque le double. Si nous ne faisons rien maintenant, nous perdons la foi en l'avenir.